J'ai eu l'échec des Jeux de Tokyo. On n'est pas la nation qui manquons de grimpeurs et de gens talentueux. C'est pas grave, on coupera ça au montage. Si je gagne les JO à Paris, je ne vais pas te répondre la même chose que si je ne vais pas aux JO à Paris par exemple. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Côté Bloc. On a pour invité Manu Cornu qui a accepté de répondre à nos questions. C'est la 3e vidéo de cette série spéciale champion de France. Salut Manu, ça va? Ça va et toi? Ça va, bah écoute, c'était une super journée. En tout cas, merci à toi de nous avoir accueillis dans ton fief. Avec plaisir. C'était Il super reste cool. encore de la magnésie. Il y a encore de la magnésie qui reste, des résidus. On va essayer de parler d'un peu de tout. Vous retrouverez l'interview complet sur la chaîne YouTube de Nival. Et puis voilà. Est-ce que déjà Manu, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Manu Cornu, j'ai maintenant 28 ans. Je suis en équipe de France depuis 2015. J'ai plusieurs titres de champion de France, plusieurs podiums au championnat du monde, 2 fois 3e en bloc, 2e au combiné à Bercy. Et j'ai gagné une Coupe du Monde. Et puis voilà, j'ai fait des blocs dehors. Et ben on va parler de tout ça. Ça ça. se passe plutôt bien. On va parler de tout ça. En tout cas, ouais, t'es le champion en titre 2021. Je suis champion en titre jusqu'à la semaine prochaine, on a les championnats de France. J'espère repousser l'échéance. Ouais. Mais ouais, du coup, je suis champion depuis, avec le Covid. Juste avant le Covid, on a eu le championnat de France. Donc voilà. Bah, du coup, pour ceux qui nous regardent, comment on prépare un championnat de France? Comment on garde son titre? Et écoute, cette année, on l'a pas préparé du tout. Le championnat de France, il est important parce que c'est le titre et que ça nous intéresse tous de l'avoir, de le garder. Mais c'est aussi, ce qui est important, c'est que c'est une épreuve qui est sélective pour l'équipe de France et les Coupes du Monde. Mais moi, je suis déjà pris cette année avec mon podium au championnat du monde. Donc j'y vais quand même plus tranquille que les autres. Mais du coup, aussi, on a décalé la préparation pour arriver fort sur moi cette année le championnat d'Europe, c'est la cible qu'on a choisie, et sur les Coupes du Monde qui vont venir. Donc là, pour l'instant, moi, la semaine prochaine, je ne devrais pas être prêt je ne serai pas à mon meilleur niveau, donc on le prépare pas vraiment, quoi. Ok. Donc on verra bien. Confiant ou pas? Confiant parce que j'ai beaucoup d'expérience maintenant. Je sais qui sont ceux qui peuvent faire quelque chose. Si je grimpe correctement, que je récupère un peu en fraîcheur d'ici là, je devrais quand même faire ça bien. Mais voilà, après c'est aussi le premier test de la saison. Moi j'ai repris l'entraînement début janvier, depuis septembre j'avais rien fait. Donc là tu vois, ça fait quasi un mois. Ce qu'on a fait début janvier, on a fait une semaine. J'ai pris 10 jours de Covid, de la galère. Et là on a repris, en gros surtout début février, quoi. Et du coup là, fin février, les France. Mais ça va, par rapport au cycle qu'on a fait d'entraînement, le niveau que j'ai là en étant en fin de cycle fatigué, les voyants sont plutôt au vert, donc on verra bien dimanche. Voilà, restons sur les objectifs de cette année. On avait un peu parlé de Paris 2024. Qu'est-ce que ça représente déjà pour toi, ce genre de compétition internationale? C'est très bien que tu l'aies dit comme ça, parce que c'est ça, c'est une compétition internationale qui est à Paris et qui est chez moi. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Le fait que ce soit les Jeux, c'est prestigieux. Après, il y a beaucoup de communication autour, c'est les JO, ok, mais c'est pas ce qui me fait le plus rêver. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que ce soit à Paris et que je sois à domicile, qu'il y ait mes potes, que je me sens bien ici, quoi. Donc moi c'est surtout défendre le fait que la compète soit chez moi et que je veux faire ça bien chez moi. Après les JO, tu vois, j'ai eu l'échec des Jeux de Tokyo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Je sais pas, je suis passé à côté du tournoi de qualification. Si maintenant avec beaucoup de recul, j'ai beaucoup plus de réponses. D'accord. Je sais que c'est une année où j'ai gagné la Coupe du Monde. Ouais. Et en fait ça m'a... C'est dur à expliquer, mais ça m'a sorti quand même. Après, on a repris juste derrière une autre compète. Je suis allé à l'entraînement, j'avais plus de mal à aller grimper. Je me suis forcé pendant 2 mois à aller à l'entraînement en me disant bon, l'objectif il est dans 2 mois, il faut que je me force. Et au final à la compète, il y a beaucoup de choses où j'étais moins dans le plaisir qu'avant, c'était plus compliqué à gérer.
Et ce qui a fait qu'à la compète, je fais dernier. J'ai jamais fait dernier à une compète. Ouais, dernier. Aujourd'hui, je pense que c'est à cause de tout ça. Peut-être que je me trompe, mais je pense être assez lucide. Je me remets souvent en question sur tout ce que je fais. Je pense que ça a joué. Maintenant, j'ai aussi cette expérience d'avoir loupé une qualif, d'avoir eu des moments un peu plus compliqués. Donc avec tout ça de mon côté, j'espère que ça ira pour cette fois. Et la dernière Coupe du Monde de Moscou 2021, est-ce que c'était un peu une revanche, une étape pour se remettre un peu dans le jeu? C'était clairement l'objectif qu'on avait fixé. Donc c'était un moment important pour moi. C'était une compète où j'ai décidé d'arriver fort avec le coach. C'était en même temps que les JO, donc il y avait aussi un bon contexte pour que ça se passe bien pour nous. Enfin en même temps, un peu après. Il y en a qui étaient focalisés ailleurs, j'entends par là. Et puis on a bossé fort pour arriver à ce moment-là après. J'ai eu une saison un peu en mitigée, en courant alternatif où parfois ça allait bien, d'autres fois non. Mais la fin de la préparation a été vraiment bonne, donc tant mieux. On va rester sur les objectifs. Est-ce que tu en as d'autres à part ça, des blocs en XT, enfin des autres projets? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les objectifs, c'est la compète. Ouais. Maintenant, le côté extérieur, on a profité d'aller un peu plus dehors avec le Covid parce qu'il y avait moins de compètes et que du coup, il fallait faire ça. Des projets en XT? Les projets en extérieur, du coup, on a profité du Covid pour aller dehors. Vu qu'il n'y avait pas de compète, la préparation, elle était quand même plus tranquille, moins focalisée à 100% sur la compète vu qu'il n'y en avait pas. Donc là, on a profité pour grimper plus dehors. C'est aussi pour ça que je m'étais mis un projet l'an dernier et que j'ai passé beaucoup de temps dehors. Maintenant, comme j'ai souvent dit, pour l'instant, moi, c'est la compète. Ça va vite, ça passe très vite et du coup, je finis ce côté compète, les objectifs que j'ai encore en tête. Et puis après, ça, on verra et il y aura encore le temps, j'aurai encore un très bon niveau après tout ça pour aller faire des croix dehors. Donc chaque chose en son temps. Mais pour l'instant, les compètes. Alors, restons sur la compétition. Comment on se prépare déjà de 1 physiquement et après mentalement? Alors côté physique, c'est Nico qui va tout gérer, ma planif. Donc t'es suivi? Ouais, j'ai un coach qui me suit, avec qui maintenant j'ai bossé, on a dû faire 4-5 ans ensemble déjà. C'est avec lui que j'ai préparé Bercy, c'est avec lui que j'ai préparé Moscou, c'est avec lui que j'ai préparé Paris. Donc on a une très bonne relation, il me connaît très bien, il sait comment mon corps fonctionne. Maintenant, je le sais aussi beaucoup. J'ai complètement confiance en ce qu'il me dit de faire, ce qu'il programme. Je regarde même plus ma planif. Je sais que il fait les choses bien et puis je suis ce qu'il me dit. Donc après, ça va être beaucoup de préparation physique là sur le début de l'année pour faire un volume intéressant. Puis après, ça dépend des compètes, ça dépend de pas mal de choses. Donc ça, comme je viens de te dire, en fait, je le laisse faire et puis je me pose même pas la question. C'est bien encadré quoi. Ouais, c'est bien entouré, bien encadré pour faire des grosses compétitions. J'ai le coach, j'ai mon kiné qui me suit, j'ai du monde sur la bouffe, j'ai du monde sur la prépa mentale, je gère plus tout seul, mais si j'ai besoin d'en parler, j'ai des contacts. Donc je suis bien entouré, ouais, j'ai une équipe. Passons sur ça, la préparation mentale, qu'est-ce que le plus important pour être aujourd'hui un athlète de haut niveau? Écoute, la prépa mentale, à la base, c'est venu d'une question que je me suis posée moi. Un jour, je vais grimper après une galère et je ne peux pas tomber. Peu importe ce que je faisais, j'avais vissé des blocs, donc c'est moi qui avais vissé les blocs dans la salle. J'avais fait des trucs durs que je n'arrivais pas à faire. Et ce jour-là, j'y vais, je ne peux pas tomber. Le lendemain, j'y retourne, j'arrive à faire rien du tout. Et je dis, ok, pourquoi hier, j'étais un peu énervé et puis j'ai tout fait. Et puis là, j'ai pas perdu ou gagné du niveau en un jour. Donc pourquoi, sur quel bouton j'ai appuyé à ce moment-là pour hausser mon niveau? Et du coup, je me suis penché moi sur à ce moment-là, sans même penser que c'était de la prépa mentale. Je me suis penché un peu plus sur comment ça fonctionnait un peu dans le cerveau, etc. Ouais, tu t'es fait une espèce d'introspection sur toi-même. Ouais. Après, du coup, j'ai compris que c'était de la prépa mentale. J'ai acheté des bouquins, j'ai lu des trucs. J'en ai parlé un peu à l'époque avec Christophe Bichet. Mais après, j'ai pas eu plus de ça, de gars qui m'ont suivi. Christophe, il avait fait une intervention avec l'équipe où en fait tout ce qu'il nous a dit,
ils disaient ça à l'équipe, j'ai l'impression que tout le monde faisait ah ouais, oh. Et donc, moi je le faisais déjà depuis longtemps. Donc on a poussé un peu le truc plus loin, mais après c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une de mes forces. Si je décide de mettre un run fort à ce moment-là et que j'ai de la pression et que là faut pas rigoler, j'arrive à le faire. Ça m'est aussi arrivé de ne pas réussir à le faire de temps en temps, mais ça fait partie de mes points forts. Ouais. Tu as quand même, quand tu es sous adrénaline, un surplus d'énergie qui fait que ta détermination te pousse à faire. On les a vus dans les dernières vidéos. Si d'un coup j'ai une image positive ou un défi ou c'est la compète ou là ça devient important, j'arrive à pas subir ce qu'on pourrait penser de la pression. Et au contraire, il faut le prendre. C'est un bon moment qui va venir. Je dis pas que c'est facile, mais en vrai, quand tu vas en compète, moi je m'entraîne toute l'année pour la compète. Si quand je suis à la compète, je sous-grimpe, je suis stressé, je vis mal les choses, mon ami fait pas ça. Oui. Donc là, c'est le moment où tu vas kiffer. Donc c'est là où il faut avoir le sourire et puis faire les choses bien. Et faire les choses bien, ça passe déjà par soit relâcher, soit tranquille, ça va bien se passer. On le voit qu'en compétition, tu as quand même ce côté détermination, un peu le tigre français. On va repartir sur des choses un peu plus personnelles. Déjà, pourquoi le tigre? Le tigre. Pourquoi cet emblème? Pourquoi cet animal? Pourquoi cette force de la nature? Est-ce que tu penses que ça te représente? En fait, pour tout ça, c'est un animal qui a quand même la puissance. Qui me parle, qui à la base était venu, c'était un peu aussi un lien avec les coupes de cheveux qu'on avait fait du côté un peu sauvage, jaguar, tigre, etc. Et puis franchement, moi je suis des pages de tigres sur Insta et tu vois parfois des photos, rien que l'image elle est dans la détermination que le regard il peut transmettre, je trouve ça vraiment intéressant. Donc il y a beaucoup de ça. Et puis après, j'ai développé aussi un peu de l'image avec, je l'ai associé. Mais donne-moi un animal plus puissant que ça, quoi. Dans le regard et tout. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'aigle un peu, qui a un regard un peu perçant, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est ton animal totem. Ouais, carrément. Une question très basique, comment t'es tombé dans le chaudron de l'escalade? À partir de quel âge? Comment? J'ai commencé, j'avais 5 ans. Ok, 5 ans, comment ça s'est passé? J'ai commencé. Je grimpais depuis tout petit, un peu partout. Et à 5 ans, je grimpe en haut d'un portail. Je suis bloqué en haut parce qu'il y avait des pics et que j'ai la doudoune qui s'est accrochée dedans et je suis comme un con. Et en fait, à l'époque, donc tu vois, moi j'ai 28 ans. Ça remonte maintenant à 23 ans, boum, me prend un petit coup de vieux. 93 aussi. Ça fait qu'à l'époque, les salles de grimpe, il y a 20 ans, il n'y en avait pas vraiment. Il y avait entre blocs et il n'y avait rien d'autre. Et les clubs n'accueillaient pas forcément les enfants, c'était pas vraiment développé encore l'activité. Donc c'était compliqué pour moi de grimper. J'ai pu grimper à l'occasion du Téléthon parce que les salles n'acceptaient pas les gamins. Et quand ils m'ont vu grimper, ils ont dit bon, peut-être qu'on va faire une exception. Et j'ai réussi à grimper comme ça au début au club de Clamart, mais surtout de Versailles où ils m'ont accepté. Et après, c'est venu comme ça. À la base, c'était pour me faire peur, pour que j'arrête l'histoire du Téléthon. C'était pour que je montre un peu de la hauteur et que ça me fasse peur et que j'arrête de grimper partout en faisant n'importe quoi. Et en fait, ça a eu un peu l'effet inverse. Et aujourd'hui, je vis de ça. Et heureusement qu'on m'a amené là-bas. Merci maman, elle va être heureuse de me dire ça. Tu as aussi signé un contrat avec l'armée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce contrat et est-ce que la rigueur de l'armée, tu l'appliques aussi dans tes entraînements? Est-ce que ça t'aide? Donc ouais, j'ai un contrat avec l'armée de terre depuis maintenant 2017. Donc maintenant je suis caporal-chef à l'armée de terre. L'idée c'est que moi je m'entraîne, il me donne le temps de pouvoir m'entraîner tout le temps pour pouvoir amener des médailles à la France. Je défends le drapeau français sur le terrain des compétitions. C'est trop classe. Civiles et militaires, parce que du coup il y a aussi des compétitions militaires. Et à côté de ça, tu vois, là j'ai fait une semaine en octobre avec eux, où on est tous les sportifs de haut niveau, donc on est 120 je crois, sportifs de haut niveau.
où du coup on est tous ensemble, on passe une semaine, on touche un peu plus à ce qui est militaire, un peu la rigueur, et puis voilà, on voit beaucoup de choses. Et du coup c'est quand même un contrat qui est important pour nous, ça nous permet de nous entraîner et de pouvoir en vivre. À côté de ça, si on se blesse, c'est des gens qui vont nous soutenir, qui vont pas couper, qui peuvent couper les contrats comme certains sponsors pourraient le faire par exemple. Aussi après, si on se réoriente, ils nous proposent des choses, c'est quelque chose d'important, l'armée. Et est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile d'être à l'armée? Pour nous, non. Il y a des... Donc après, pendant les stages, de temps en temps, je dois intervenir avec eux. Et puis tu vas avoir de la marche au pas, de l'ordre militaire, de l'ordre serré, mais ça s'apprend, c'est pas très dur. Après, nous, ce qu'ils nous demandent, il n'y a pas d'histoire d'aller à la guerre ou de voir l'armée comme beaucoup peuvent le voir tout de suite. C'est une sorte de combat de représenter son pays et d'essayer de... Mais du coup, est-ce que c'est dur? Je vais te dire oui alors, parce que mon entraînement à longueur d'année, il est dur. On fait quand même... on grimpe, on a l'impression que c'est cool, mais à côté de ça, on se met beaucoup de charges à l'entraînement, dans le physique. Il y a des fois où, en fait, comme plein de choses, quand tu fais ça tout le temps, t'as peut-être un peu moins envie. Tu sais qu'aujourd'hui, ça va être la galère. Donc il y a des fois où tu dois te sortir les doigts et c'est pas facile. Mais est-ce que c'est dur? Moi, ce qui serait dur pour moi, c'est d'être dans un bureau et puis d'être derrière un ordinateur toute la journée. Ça, ce serait dur. Donc non, je ne vais pas te dire que c'est dur. Parfois, c'est éprouvant comme tout, comme dans la vie, mais globalement, je ne vais pas me plaindre. Et c'était important pour toi de représenter la France dans des compétitions ou c'est venu avec Non, tu sais que la première fois que je rentre en équipe, je suis même pas au courant. Je le sais parce que je reçois un mail, mais genre quand j'ai le résultat de la compète, je le sais pas. C'est en gros, si je rentre en équipe de France jeune, je fais deuxième au championnat de France, c'était à Millau. Donc deuxième derrière Clément Le Chaptois, s'il gagne, on était en junior. Je rentre en équipe de France jeune, je suis même pas au courant. Et après, je fais des coupes d'Europe en jeune. Et après quand je rentre en équipe de France senior, je fais troisième au championnat de France. Derrière un sélectif, et du coup là quand tu es au sélectif, tu sais pourquoi tu viens en sélectif. Donc, c'était pas un... Il y en a, c'est leur rêve de porter le t-shirt de l'équipe de France. Moi, c'est venu un peu dans un second temps. Maintenant c'est une fierté. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand tu as ça sur le dos. Et puis il y a beaucoup de gens qui regardent, qui attendent que ça se passe bien. Mais à la base, non, pas du tout. À la base, c'était je veux faire des compètes, il y a des défis. Le défi il devient plus rare parce qu'il faut une sélection, etc. Et c'était plus dans des défis permanents que de me dire tiens, maillot de l'équipe de France. C'était avant tout sportif. Ouais, carrément. Compétition. Carrément. Coucou. Next. Alors, on va plutôt parler maintenant avenir, nouvelle génération. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ces nouvelles pépites là qui sortent du lot? Est-ce que tu as ce côté grand frère? Est-ce que tu les accompagnes un peu dans leur développement? On voit que tu passes beaucoup de temps des fois avec eux. Ça dépend desquels. On a des pépites en France. Il y a des jeunes que j'aide quand on se croise sur des stages ou en compète où je parle beaucoup avec eux. Mejdi, ça a été, donc là pour parler du concret, Mejdi il était en équipe de France avec moi l'an dernier. C'était mon partenaire de chambre, donc on a passé beaucoup de temps ensemble et il a eu un bon résultat à Salt Lake. Il aura d'autres bons résultats à venir, j'ai aucun doute là-dessus. Et du coup on a une bonne complicité, on a beaucoup parlé. Il m'a aussi lui ramené des choses qu'en fait avec le temps tu mets de côté. Tu vois, l'insouciance, le discours qu'il peut avoir, que moi je pouvais avoir en interne à l'époque mais que j'avais un peu perdu. Et puis de le réentendre lui le dire à voix haute, tu vois, il m'a aussi lui réorienté dans un bon chemin. Et du coup, il est venu pas mal avec moi sur Paris grimper à Blo. On ne s'est jamais vraiment entraîné ensemble, mais ce sera un plaisir. Et après, il y en a vraiment où j'aime bien partager ce que j'ai appris aussi. Je le fais ou je le fais pas, ça dépend des grimpeurs.
Ça dépend de ce que je vois en eux aussi, si je considère que ça vaut le coup ou pas. Lui, il y a un bel avenir pour la France. Il y a un bel avenir. Il y a des grimpeurs. Il va falloir voir comment ça évolue aussi avec l'adolescence et les beaucoup choix de de la choses. vie. Mais oui, on n'est pas la nation qui manquons de grimpeurs et de gens talentueux. Donc après, il faudra voir comment chacun a envie de se mettre le combat. Et puis après, quand tu as l'objectif en tête, il faut faire les choses, quoi. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Nouvelle génération, aussi nouvelle génération de salles, avec beaucoup de salles privées aussi. qui commencent à popper un peu, De toute façon, partout. Je pense que c'est pas que là sur la nouvelle génération, mais c'est sur le niveau de la grimpe en général. On a beaucoup, par rapport à il y a 20 ans, il n'y avait pas une salle. Aujourd'hui, il y a des salles partout, il y a des moyens. On commence à savoir comment s'entraîner vraiment. On commence à parler un peu plus d'escalade aussi pour les médias, etc. Donc forcément, le niveau, aujourd'hui, il a déjà explosé. Il va continuer de le faire encore quelques années, je pense, jusqu'à ce qu'il y ait encore une nouvelle révolution là-dedans. Mais les jeunes maintenant qui commencent tout jeunes, qui ont les salles comme ça, qui ont des styles d'ouverture variés, c'est sûr que ça va être différent de nous. Ouais. Le niveau augmente, aussi l'escalade se démocratise. Ouais, à l'avenir, c'est sûr que ça va de plus en plus. Ça va devenir un très grand sport. Un sport, en fait, ça va devenir un grand sport quand on comprendra qu'il y a vraiment du monde qui grimpe. Parce qu'en vrai, il y a énormément de gens qui grimpent sur la planète. Ça arrive. Plus qu'il y a d'autres sports qui sont grands et qui n'ont pas forcément autant de personnes qui grimpent. Mais il faut que tout ça, les gens s'en rendent compte. On a du mal à le chiffrer aussi. Il y en a qui grimpent dehors, on ne sait même pas. Enfin, on ne peut pas les identifier. Donc, petit à petit, ça viendra. Faut laisser le temps. Il y a quand même une grosse amélioration ces 5 dernières années. C'est sûr, mais parce qu'il y a plus de demandes, il y a des gens de plus en plus qui découvrent le sport, qui ont envie d'en faire. Ça en parle, et puis après c'est du bouche à oreille, plus tu as de monde, plus ça grossit, quoi. Donc faut laisser le temps aux choses, que les choses se fassent, mais je pense que c'est un bel avenir, c'est sûr. Et en parlant d'avenir, toi, après ta carrière sportive, est-ce que tu as des idées ? Tu as des idées, Manu ? J'ai des idées et j'en ai pas. C'est compliqué de répondre à cette question, ça dépend tellement de comment ta carrière se finit. Si je gagne les JO à Paris, je ne vais pas te répondre la même chose que si je ne vais pas aux JO à Paris, par exemple. Évidemment. Donc moi, dans ma tête, j'ai un objectif à Paris. Tant que ça, il n'y a pas de résultat qui est tombé, je ne peux pas dire vraiment ce que je vais avoir en tête. Ça changera du tout au tout, quoi. Après, et puis après, c'est pareil, là on dit ça se trouve demain, je me brise la jambe, je sais pas comment, et puis bref. Donc je me projette dans mes objectifs, là aujourd'hui concrets, mais après, savoir ce que je vais faire après, si je peux te dire que dans ma tête après, j'ai envie de faire des choses dures dehors. Comment je ferai ça pour vivre de ça à côté, ça pour l'instant j'ai pas de réponse. On verra ça dans un deuxième temps. Mais voilà, j'ai pas de réponse pour toi. Petit mot de la fin peut-être à tous ceux qui veulent essayer l'escalade ou qui ont débuté, qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu valoriserais qu'est-ce que tu valoriserais dans ce sport pour amener les gens dans une salle d'escalade, tout simplement? Pour les amener dans une salle d'escalade, des gens qui grimpent pas du coup. Je pense qu'il y a deux choses dans ta question. Il y a ceux qui grimpent pas, juste de venir et de découvrir. Parce qu'en fait, je connais peu de personnes qui sont venues dans des salles et qui ont passé un mauvais moment. On est encore à un endroit où les gens communiquent beaucoup entre eux, partagent beaucoup de choses sans se connaître sur des tapis parce que c'est assez facile. Là dans le pôle, il n'y a qu'un bloc par panneau, mais quand tu es à côté, tu peux vite être avec un débutant et puis quelqu'un de plus confirmé. C'est ça, il y a un aspect très communautaire au final dans un sport individuel. Il y a beaucoup de partage. C'est rare d'avoir encore ce genre de choses à notre époque, donc tant mieux, vivement que ça persiste. Et après, pour ceux, on a souvent parfois des messages, comment je fais pour progresser maintenant, etc. Au début, pendant une longue période, juste faut en faire, en refaire, et puis essayer de grimper 2, 3, 4 fois par semaine. Là, la progression, elle vient toute seule naturellement et puis on comprend des choses en grimpant, en faisant des mouvements. Et après, pour ceux qui sont
plus pousser, se rapprocher de gens qui peuvent entraîner ou donner des exercices. Mais voilà, faut être sûr de soi, savoir ce qu'on veut. Et après, pour ceux qui veulent découvrir, je pense que dans les salles, ils sont les bienvenus. Les gens qui sont dans les salles sont très heureux de les accueillir. Je parle du staff ou des grimpeurs dans la salle. Donc Communauté faut pas hésiter, assez bienveillante. Ouais, je pense. Et puis on est encore un sport assez petit pour, tu vois, nous on va grimper dans toutes les salles en région parisienne. Il y a des gens qui nous connaissent, mais il n'y a pas d'histoire où on peut grimper, quoi. Si tu prends d'autres sports, il y a des gars, ils peuvent à peine sortir dans la rue. Donc nous on est loin d'être là-dedans. Et tant mieux, tant mieux. Eh ben, Manu, un petit mot de la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que je vais rajouter quelque chose? Merci à vous, j'espère qu'on refera ce genre de vidéo si ça vous le dit. Et puis voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Vous, c'est quoi les objectifs du coup de l'année? Les objectifs de l'année, on va dire très simplement atteindre les 10 000 abonnés, essayer de professionnaliser un maximum la chaîne, améliorer la qualité du contenu et surtout faire découvrir l'escalade au plus grand nombre de personnes. On est un peu les French Bouldering Bobats, tu vois. Je les vois pas. Tu vois pas? Bouldering Bobats, mais gros, Désolé, je l'ai pas. C'est les gros groupes, c'est le groupe super connu en Angleterre. Ouais, Ils font un peu des vlogs depuis plusieurs années, plus de 5 ans. C'est pas grave, on coupera ça au montage. Mais en tout cas, ouais, voilà. Développer la chaîne, essayer de promouvoir déjà l'escalade au plus grand nombre, mais ça passe par des gens comme toi qui acceptent de nous recevoir et de passer un moment avec comme nous. j'ai dit dans une vidéo, après moi je trouve ça très bien, notamment, enfin surtout du fait que ce soit hyper bienveillant. Ça fait découvrir des choses aux gens. Après tu pourras peut-être aussi faire des formats un peu plus sur l'explication de certains mouvements, mais au final au cours des vidéos il y en a quelques fois, donc en fait il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça ira. On va tryhard, on va faire le nécessaire pour vous donner le meilleur. En tout cas, Manu, merci beaucoup pour cet entretien. C'était super enrichissant. La classique, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à son compte Instagram qui s'affiche juste là. Vous retrouverez cet entretien en entier sur Niva Climbing. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez découvert aujourd'hui le champion de France en titre et qui va jouer. Je sais pas si on peut dire encore en titre. Oh, en titre, ouais, quand ça va sortir. Je vais faire en sorte, t'inquiète. En tout cas, on travaille pour et on est très fiers de l'avoir sur cette chaîne YouTube. Merci Manu encore. Un plaisir. Et à bientôt. Carrément, à bientôt. Cut.